Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Vous êtes bien sur Vertical Focus 20 décembre 2023. Et pour ces numéros aussi spéciaux, comme d'habitude, vous allez certainement passer des surprises en surprises. Nous recevons quelqu'un avec une identité assez particulière. Il s'appelle donc M. Massikini Boulé Dieudonné. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et voilà, et pour ceux qui vont avoir la chance de nous regarder à travers le monde, vous êtes M. Massikini Boulé Dieudonné, né le 17 septembre 1955. Vous êtes originaire de Ouattara, vous avez fait votre école primaire à Mangoro, pour ceux qui vous connaissent, ou du moins ceux qui connaissent le territoire de Ouattara. Ensuite, l'école secondaire au collège Sankizito d'Issiro, la capitale de la province du Haut-Touilé. Vous êtes aussi passé à Faradji, à l'Institut Mobutu, et vous êtes licencié en sciences économiques et avec comme option gestion financière. Et puis à l'Institut interuniversitaire de Kinshasa. Vous avez aussi suivi d'autres formations comme le cycle international et spécialisé d'administration publique. Ça s'est passé à l'École nationale d'administration en France, à Paris. Ensuite, là, à l'ENA, Paris, il y a également beaucoup d'autres branches comme marché public, contrôle, audit et évaluation des dépenses publiques, lutte contre la corruption. Voilà autant de choses qui vous concernent. Et vous êtes expert en tout cas, avec une expérience professionnelle. Vous avez été fonctionnaire au sein de l'administration du Sénat de la République démocratique du Congo pendant plusieurs années. Vous avez été chef de division budget et finances, secrétaire permanent, cellule de gestion des projets et marchés publics. Vous étiez, peut-être j'imagine, conseiller principal section infrastructure et aménagement du territoire. Encore une fois, bonjour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et avec vous, parce qu'on remarque d'entrée des jeux que vous êtes expert en finances publiques, nous avons des très petites questions pour que vous puissiez éclairer l'opinion. C'est quoi les finances publiques? Merci pour la question. Je ne veux pas entrer dans les considérations très académiques. Les finances publiques sont des règles et principes pour la gestion des deniers publics de l'État. Ce sont les règles qui gèrent tout ce que l'État a comme ressources et ce qu'il en fait. C'est ce qu'on appelle les finances publiques, tout simplement. Voilà. Alors, d'où viennent les finances publiques en général? Oui, les moyens dont dispose l'État viennent des contributions des opérateurs, différents opérateurs de la République. Notamment, ça vient des impôts, des taxes, des lex ou des dons que l'État peut obtenir ou bien des aides qu'il peut obtenir auprès des institutions internationales. C'est l'ensemble de ces moyens-là qu'on appelle les ressources de l'État. Ça vient de ces éléments-là, principalement des impôts et des taxes intérieures que payent les opérateurs économiques sur les activités. C'est de là que l'État tire ses moyens. Exemple. Exemple, il y a, comme nous sommes au territoire de Ouatt, je vais citer l'exemple de redevances minières que Kibali paye. C'est une ressource importante de la République et de la province. Il y a aussi les impôts sur revenus que les entrepreneurs, les entreprises publiques, ou bien, disons, les entreprises privées payent à la fin de l'exercice ou au cours dans les activités. Il y a également, par exemple, les frais de douane à l'entrée ou à la sortie des marchandises sur le territoire national. Il y a autant de ressources dont dispose l'État. Alors, qui a bulleté à gérer les finances publiques? Oui, là, je crois que là, il faut remonter à la composition des institutions de la République. Nous avons notamment le président de la République, les gouvernements, le Parlement et les cours et tribunaux. Tous ces gens-là interviennent, toutes ces institutions interviennent dans la gestion des finances publiques, chacun à ce qui les concerne.
Au point de départ, il y a le président de la République, en concertation avec le gouvernement, qui, qui, qui présente la politique générale de la République, qui doit être exécutée par les gouvernements. Et les gouvernements étant l'exécutif, c'est le gouvernement qui est chargé d'exécuter tous les programmes, tous les projets que les pays initient dans le cadre de ces politiques publiques. Je peux donner un titre exemple les programmes de gratuité de l'enseignement, les programmes de gratuité de maternité. Tous ces programmes-là nécessitent des moyens importants pour les gouvernements pour que ça soit mis en œuvre. Il y a également les constructions des infrastructures, des barrages, les acquisitions des équipements. Tout cela, c'est fait par les gouvernements. Alors, qui est normalement appelé à contrôler les finances publiques? Oui, merci pour la question. Il y a 3 niveaux de contrôle des finances publiques. Il y a un contrôle en amont qui est fait par les parlements lorsque le Parlement accorde au gouvernement les moyens de sa politique. On appelle ce contrôle-là le contrôle d'autorisation. C'est que vous constatez au début de... Comme maintenant, nous sommes dans la session budgétaire, dans le budget de l'État, le Parlement intervient en amont. On appelle ça le contrôle a priori. Il y a également le contrôle administratif des finances publiques. Le contrôle administratif, c'est fait par les services administratifs qui exécutent ces projets-là. Ils sont aussi tenus à contrôler les finances publiques. On a les acteurs comme les contrôleurs budgétaires qui sont dans chaque institution pour pouvoir donner les visas à tout ordonnateur avant d'engager les dépenses de l'État. Et il y a ensuite les contrôles parlementaires qu'on appelle contrôle politique qui est fait soit au cours de l'exécution des dépenses de l'État et il peut aussi le faire à la clôture, ce qu'on appelle le contrôle a posteriori, puisque la Cour des comptes est attachée au Parlement. Et c'est la Cour des comptes qui fait les contrôles a posteriori, c'est-à-dire qui constate maintenant l'exécution réelle des dépenses telles que prévues par le budget de l'État. Voilà. Alors, que se passe-t-il dans les cas où les lignes budgétaires tracées ne sont pas respectées? C'est là le plus grand problème que nous avons dans notre pays. Si vous vous rendez compte dernièrement des rapports de la Cour des comptes, vous allez constater qu'il y a eu des dépensements de crédits budgétaires dans plusieurs institutions. Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller qui est manifeste, puisque le crédit budgétaire alloué à chaque institution devrait être respecté tel que inscrit dans la loi des finances. Mais il arrive souvent qu'il y a un dérapage dans l'exécution. Il y a des institutions qui dépassent leur ligne budgétaire au détriment des autres, puisque toutes les ressources, toutes les dépenses de l'État sont dans un document unique. Si il y a des dérapage, ce qui fait qu'il y a d'une part des uns qui profitent en surplus et d'autres qui en manquent aussi dans ce qu'ils font. À ce moment-là, il y a l'intervention de plusieurs institutions. Nous avons l'institution cours et tribunaux qui est chargée justement d'appliquer les sanctions lorsqu'il y a, disons, manque de respect des instructions, disons, de la loi. Donc ce sont les cours et tribunaux qui doivent appliquer la loi. Et lorsque une institution ne parvient pas à respecter une des règles, il doit être interpellé par les institutions. Mais je vais aussi ajouter ceci. Si vous voyez dans la Constitution, on ne mentionne pas l'inspection des finances. Pour la simple raison que l'inspection des finances intervient lorsque il y a soupçon de mauvaise gestion. Si vous voyez l'inspection des finances venir dans une institution, c'est qu'il y a eu un soupçon. Puisque le contrôle administratif permet déjà à ce que les règles soient respectées. Le Parlement aussi devrait faire son travail
suivant les crédits budgétaires. Le Parlement ne doit pas s'arrêter à autoriser les crédits budgétaires en amont, mais il doit suivre comment ces crédits budgétaires sont exécutés et interpeller les responsables qui ne respectent pas ces règles-là. Au cas échéant, les faire, disons, proposer qu'ils soient traduits devant les cours et tribunaux pour qu'ils se justifient les actes qu'ils ont posés au détriment du respect de la loi des finances. Et alors, dans le cas de la République démocratique du Congo, peut-on dire que nous sommes sur la bonne voie ou non? Et si ce n'est pas le cas, donc à répondre par oui ou non, que faire justement? Messieurs les journalistes, j'ai œuvré plusieurs années dans l'institution parlementaire. La République démocratique du Congo a un sérieux problème de respect des lois. Il y a énormément de lois qui sont promulguées par les chefs de l'État, mais leur exécution pose un sérieux problème. Pour le moment, je peux vous dire que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour plusieurs raisons. La première raison est qu'on ne respecte pas les règles. La deuxième raison, qui me semble être plus plausible, est le fait qu'on ne met pas des personnes qu'il faut à des places qu'il faut. Puisque pour traiter tous ces éléments-là, prenons l'exécutif. Pour que l'exécutif puisse bien faire son travail, il faudrait que l'autorité exécutive soit capable, par rapport aux techniques qu'il doit appliquer, pour pouvoir jouer son rôle. Mais cette fois-ci, actuellement, nous voyons ça. Chaque jour, prenons l'exemple des dégradations des infrastructures. Il y a des projets qui sont lancés. Ces projets-là ne sont pas exécutés à bonne forme. Nous voyons souvent des infrastructures qui devraient être construites sous d'autres cieux pour 20 ans, 30 ans. Mais chez nous, en 2 ans, 3 ans, vous allez voir que les infrastructures qui ont été construites commencent à s'abîmer. C'est pour dire que, quelque part, il y a non-respect des normes, des règles. Il y a non-respect, donc on ne fait pas les suivis et évaluations dans plusieurs décisions qu'on prend. Et il nous faut vraiment essayer d'améliorer la qualité de nos acteurs politiques. En commençant par l'exécutif, en passant par la législative et les judiciaires, il faudrait que, premièrement, qu'on puisse mettre des personnes qu'il faut à des places qu'il faut. Sinon, ça ne sera pas facile de pouvoir remonter la pente. Ensuite, que les sanctions puissent être appliquées. Dans toute société, là où il n'y a pas de sanctions, que ce soit positive ou négative, les choses ne marchent pas. Puisque c'est lui qui a fait du mal. S'il n'est pas puni, les autres vont le suivre. Et ainsi de suite, et tout le monde sera contaminé à tel point que rien ne pourra marcher. L'exemple de notre pays est très frappant. Je pense que même les petits-enfants connaissent aujourd'hui qu'un tel acteur politique ne joue pas son rôle réellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut arriver à ce que nous puissions nous faire violence dans les jours à venir pour pouvoir corriger cette situation-là. Cette correction-là passe par plusieurs étapes. Il faudrait l'aspect éthique puisse être vraiment d'application. On peut être intelligent, on peut avoir des expériences, mais si on ne sait pas respecter l'éthique, on ne sait pas respecter les biens communs, ça sera difficile pour nous de pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'acteurs politiques qui préfèrent satisfaire leurs propres besoins au détriment de l'ensemble de la société. Donc nous ne sommes pas sur la bonne voie, mais nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons tout le temps, et surtout vous les hommes des médias, il faut toujours interpeller. Un jour, ça va commencer à changer. Donc tout changement commence par quelque part.
Et tout voyage commence toujours par les premiers pas. Je pense que nous allons sortir de cette situation, mais je répète que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous sommes à dessous de la moyenne pour pouvoir aller de l'avant pour développer notre pays. Dernière question, on aimerait que vous passiez un message assez spécifique pour demander l'implication de chaque couche sociale à pouvoir promouvoir les finances publiques. Oui, comme on le dit bien, les finances publiques, les ressources viennent des efforts des citoyens. Ces citoyens-là qui prennent une partie de leur richesse pour donner à l'État, pour servir la nation, à chaque niveau, les citoyens devraient avoir un regard pour savoir si ce que nous avons donné à l'État s'est fait correctement. Et que les citoyens évitent de chercher à tirer des profits personnels auprès des gestionnaires et oublier tout ce qui revient à la communauté. C'est vraiment important. Cet effort-là doit nous être demandé à chacun de nous, partout là où il se trouve. C'est comme dans une famille. Un enfant qui estime qu'il n'a pas été bien nourri un soir, où il a mangé tout le temps le même repas, il peut dire à son papa qu'aujourd'hui, en tout cas, j'en ai marre avec ce repas-là, il faudrait qu'on me donne un autre aliment pour que je puisse être satisfait. Donc, c'est le devoir de chaque citoyen. Il ne faut pas que nous puissions continuer à dire Nzamba Kosala, Nzamba Kosala. Dieu appartient à nous tous. Dieu n'appartient pas seulement au peuple congolais. Et les autres peuples, ils travaillent, ils savent que chacun a son rôle à jouer. J'interpelle, j'invite tous les Congolais à se serrer la main, chacun à ce qui les concerne, à privilégier l'intérêt commun. Puisque cet intérêt-là, ça sera pour la République démocratique du Congo et pour l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. Je vous remercie.